Il fut bien plus que la grande gueule que les chaînes de télévision adoraient inviter sur leur plateau pour stimuler les débats sur le cinéma ou la société. Il fut peut-être le plus inventif, le plus prolifique, le plus anarchiste des réalisateurs français. Il sauva, en son temps, l'honneur du cinéma comique populaire. Il fut l'unique et infatigable inventeur d'une sorte de série B nationale. Sa place dans l'histoire du cinéma a été singulière, à la fois au centre et dans les marges, sans que ses qualités ne soient chez lui contradictoires, mais bien au contraire cumulées, confondues. Ce fut un paradoxe vivant. Jean-Pierre Mocky est mort, jeudi 8 août, à l'âge de 90 ans, a annoncé sa famille. Enfant, il fait une apparition comme figurant dans Les Visiteurs du soir, de Marcel Carné, en 1942, tourné en partie au studio de la Victorine, à Nice. Commence pour lui, après-guerre, une prolifique activité de figurant puis de rôle secondaire dans le cinéma français des années 1950. Encouragé par Pierre Freinet, il suit les cours de Louis Jouvet au Conservatoire d'art dramatique à Paris. Sa belle gueule aurait pu en faire un authentique jeune premier, mais le cinéma français de cette époque vit sur la gloire des vedettes du passé et ne sait que faire de la plupart de ses nouveaux comédiens. Il tente alors sa chance en Italie et Antonioni lui confie peut-être le rôle le plus important de sa carrière d'acteur dans son sketch Sans amour dans Les Vaincus, en 1953. L'envie lui vient de passer à la réalisation, notamment, dira-t-il, parce que son avenir de comédien lui paraît bouché. Son premier film aurait dû être, en 1958, La tête contre les murs, dont il a écrit le scénario, poignant récit adapté d'un roman d'Hervé Bazin, situé dans un asile psychiatrique. Méfiant, les producteurs lui imposent un réalisateur plus aguerri. C'est finalement Georges Franju qui signera le film, mais Mocky revendiquera toute sa vie une part très active dans sa réalisation et l'intégrera systématiquement dans sa filmographie. En 1959, il signe son premier long-métrage, Les Dragueurs, racontant la dérive de deux hommes, incarnés par Jacques Charrier et Charles Aznavour, en quête de femmes à séduire dans les rues de Paris. La liberté de ton du film, son romantisme secret, le choix d'un petit sujet, vaguement autobiographique aurait pu le ranger du côté des cinéastes de la nouvelle vague, la plupart issus de sa génération. Suivront d'ailleurs, dans la même veine, en 1960, Un couple, sur un scénario de Raymond Queneau et, en 1963, Les Vierges, sur le sujet, alors considéré comme scabreux, de la virginité des jeunes filles, conçu comme une sorte de suite des Dragueurs. Mais Mocky va trouver sa voie, une voie toute personnelle, en réalisant des comédies marquées par le sceau de l'étrange, de la bouffonnerie et de la satire sociale, s'attaquant aux institutions. Dans Snob, en 1962, il agresse au vitriol la bourgeoisie à travers le récit d'une succession à la tête d'une laiterie industrielle. Dans Les Compagnons de la Marguerite, en 1967, il imagine des employés de mairie à l'état civil falsifiant les certificats de mariage pour éviter la lourdeur des procédures de divorce. C'est le moment où il commence à s'entourer, pour ses seconds plans, de tronches improbables et de comédiens au jeu peu conventionnel. Il embauche Bourvil pour lui donner le premier rôle dans un film sur des pilleurs de troncs d'église, Un drôle de paroissien, en 1963. C'est le succès. Il retrouve l'acteur dans La Grande Lessive en 1968, dénonciation de la dépendance à la télévision, et dans Les Talons, en 1970, où il incarne un entremetteur fournissant des amants aux épouses délaissées par leur mari. La censure gaulliste, inquiète, s'intéresse parfois à lui, mais le public, ravi de voir ses vedettes préférées dans des rôles inhabituels et de réjouissants jeux de massacre, se précipite pour voir ses films. Fernandel jouera dans La Bourse et la vie, dont Marcel Aimé écrira les dialogues. Mocky dérange les mécanismes de la comédie du samedi soir en rejetant tout naturalisme dans le jeu des comédiens, en les affublant de tics et de comportements maniaques, en mêlant stars du genre et inconnus au jeu pour le moins décalé. Le comique à la française sort, grâce à lui, de ses limites. Il devient trivial, politique et agressif. Avec Solo, réalisé en 1969, dans lequel il tient le rôle principal, il inaugure une série de films noirs romantiques, purs et émouvants produits des désillusions post-68 hard. Il y incarne lui-même une sorte de redresseur de tort, qu'il soit évadé en cavale, journaliste dénonçant des scandales, professeur gauchiste désabusé, vomissant la société de son temps en s'en prenant aux bourgeois et aux politiciens. Tout cela pourrait paraître un peu grossier et candide, mais le style Mocky ne s'embarrasse pas de demi-mesure ni de vraisemblance psychologique. Il entend frapper fort et vite et faire jubiler un spectateur convié à un insolent spectacle de marionnettes grotesques et hideuses. Rien de surprenant, par ailleurs, à ce que le goût du bizarre qui se manifestait régulièrement dans ses films l'ait poussé à aborder le fantastique. La Cité de l'indicible peur, en 1964, est une adaptation d'un roman de Jean Ray. Litan, La Cité des spectres verts, en 1982, est une merveille d'invention et d'angoisse poétique et glaçante avec son couple en deuil perdu dans un village de montagne peuplé d'habitants inquiétants. Jean-Luc Godard lui offre un petit rôle dans Prénom Carmen, en 1983, puis celui d'un des personnages principaux, un producteur de films, dans Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma, en 1986.
Après une série d'échecs commerciaux, Mocky retrouve le succès en 1982 avec Y a-t-il un Français dans la salle? D'après un roman de Frédéric Dard, les acteurs les plus en vue du cinéma français ne détestent pas faire un tour dans l'univers du cinéaste. Philippe Noiret et Alberto Sordi, Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, à qui il offre un rôle inhabituel en faisant une vieille fille, bibliothécaire aux cheveux bouclés, dans Agent Trouble. La même année, Jane Birkin et Sabine Azema, Michel Serrault, qui est devenu un fidèle des films de Mocky. Le critique de cinéma Serge Danet voit en lui un cinéaste du trait, un excellent dessinateur qui filme comme on croque, une tirade, une action, une silhouette. Son cinéma devient de plus en plus déchaîné, désinhibé et ne dédaigne pas la farce joyeusement anticléricale et grivoise. Il enrôle dans son monde des personnages inattendus, comme le chanteur Nino Ferré, l'animateur de télévision Patrick Sébastien ou le rocker Dick Rivers. Sa boulimie commence à le faire soupçonner de désinvolture, voire de je m'en foutisme. Le cinéma est quelquefois réussi, quelquefois il ne l'est pas. Ce n'est pas la peine de croire qu'on le réussira mieux en y mettant des millions, admettra-t-il dans une interview au Cahier du cinéma, en 1987. Mocky est aussi devenu un personnage médiatique, râleur et vitupérateur, régulièrement invité sur les plateaux de télévision pour donner son avis. Pourtant, depuis l'échec d'une nuit à l'Assemblée nationale, en 1988, les temps étaient devenus plus durs pour lui et son cinéma. Les financeurs se font de plus en plus réticents. Le public le boude. La critique le lâche. C'est en 1994 qu'il acquiert une salle à Paris, le Brady, où il pourra montrer ses films. Entre 2007 et 2009, la chaîne de télévision 13e rue lui commande des films courts pour une série intitulée Mr. Mocky présente, sur le modèle de la série créée par Alfred Hitchcock. En 2011, il revend le Brady pour acheter les salles Action École qu'il baptise le Desperado. Comme piqué au vif par un contexte devenu plus difficile pour lui, Mocky multiplie les films et les fabrique à une cadence infernale, à tel point qu'il était d'ailleurs compliqué de suivre la dernière partie de sa carrière. Il a construit un mécanisme totalement autarcique, produisant, distribuant, exploitant des œuvres tournées à toute allure et ne correspondant à aucun genre ou alors relevant de tous en même temps. Puisque le système ne veut plus de son cinéma, Mocky se passera du système et le narguera par sa productivité démesurée. Tout ce qui peut engendrer une histoire et prêter à rire ou à l'indignation fait ventre, les scandales politiques, l'euthanasie, le tourisme, l'endettement des ménages, la diffamation comme arme politique, etc. Les tournages sont rapides, les résultats inégaux, mais l'énergie est toujours là. Elle aura toujours été là. Jusqu'à la fin.